Bonjour tout le monde. Donc on va parler aujourd'hui du son et des ondes sonores, un nouveau cours de physique-chimie de seconde. Donc qu'est-ce qu'un son? Donc un son, c'est produit par la vibration d'un objet. Par exemple, une corde, une membrane. Par exemple, pour les guitares, c'est une corde qui va vibrer. Une membrane, c'est un tambour, par exemple, une batterie, etc. C'est une membrane qui vibre. Donc, quand vous arrivez à faire vibrer quelque chose très très rapidement, cette chose-là va produire un son. Donc les cordes vocales, ce sont des cordes. Ça ressemble à des cordes, on va dire. Cordes d'une guitare, membrane d'une batterie, c'est ce que je viens de dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici que vous avez des molécules d'air. Donc, justement, un son ne se propage que dans un milieu matériel. Donc, un son, c'est une onde mécanique. Vous verrez ça l'année prochaine pour ceux qui feront spécialité physique-chimie. C'est une onde mécanique, ça veut dire qu'elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ça veut dire que si vous êtes dans l'espace, il n'y a pas d'air dans l'espace, il n'y aura pas de son. Vous aurez beau crier, ça va produire aucun son. Donc pour que le son se propage, il faut qu'il y ait, par exemple, des molécules. Ici, il y a des molécules d'air. Vous voyez ici qu'il y a un haut-parleur qui va produire un son. La membrane du haut-parleur va vibrer et elle va faire vibrer les molécules d'air qui sont juste à côté. Ça veut dire que chaque molécule va se mettre à vibrer. Une vibration, ça veut dire qu'elle va faire un aller-retour autour de sa position d'équilibre. Et elle va faire vibrer les molécules qui sont à côté d'elle, etc., etc. Ce qui fait que ça va produire des endroits où vous aurez des zones de compression de l'air et des endroits où vous aurez des zones de dilatation de l'air. Donc là, c'est l'air qui est à peu près normal. Donc l'air, il est réparti de façon homogène, sauf quand il y a une vibration d'une membrane ou d'une corde, ça va faire vibrer les molécules d'air. Donc les molécules d'air ne seront plus réparties de manière uniforme, mais il y aura des zones de compression, donc des molécules d'air qui seront proches les unes des autres, et des zones de dilatation, ça veut dire que des molécules d'air qui seront plus éloignées les unes des autres. Et ces zones de compression et de dilatation seront espacées d'une certaine longueur qui sera toujours identique. Si vous avez une note spéciale, ça vous verrez ça plus tard. Donc c'est ça le son. Donc, zone de dilatation et de compression. Donc ça, vous avez le son qui se propage dans ce sens-là, alors qu'une molécule, elle va se déplacer juste dans ce sens-là. Ça veut dire que cette molécule qui est ici, c'est pas elle qui va venir jusqu'à votre oreille. Donc la molécule qui est là, elle va simplement vibrer, faire vibrer celle d'à côté, faire vibrer celle d'à côté, etc., etc. Donc c'est ce mouvement d'ensemble qui se propage, mais c'est pas une molécule. Les molécules ne se propagent pas jusqu'à vous. En gros, c'est ce qui se passe ici. Si vous arrivez à suivre une molécule des yeux, vous voyez qu'en fait, elle ne se propage pas. C'est assez compliqué à voir, mais essayez de voir ça. Ensuite, est-ce que si j'ai une corde de guitare, simplement, j'ai juste une corde et je la fais vibrer, est-ce que j'entends le son? Je l'entends très 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 faiblement. Pour pouvoir amplifier le son, on a besoin d'une caisse de résonance. C'est ce qu'on a dans tous les instruments de musique, c'est ce qu'on a aussi au niveau de notre voix. Par exemple, le diapason. Si vous faites vibrer un diapason, vous l'entendrez très faiblement. Si vous le mettez à votre oreille, vous l'entendez, mais sinon vous l'entendez pratiquement pas. Par contre, si vous mettez le diapason sur une caisse de résonance, c'est simplement quelque chose qui est creux. Dans ce cas-là, vous allez entendre ce son. C'est à peu près le même principe. On vend parfois des choses, je ne connaissais pas ça. Mais apparemment, ça se vend. Vous mettez votre téléphone sur une caisse de résonance et vous entendez un son plus amplifié, plus fort. Dans le violon, c'est quoi la caisse de résonance? C'est cette caisse-là. Vous avez des cordes ici, elles vibrent. Ça ne suffit pas, il faut aussi une caisse de résonance. Et c'est creux à l'intérieur. Vous voyez, il y a un trou ici. C'est creux à l'intérieur. Pareil pour un tam-tam ou un tambour. C'est aussi creux à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui vibre, c'est la membrane. Et comme c'est creux à l'intérieur, c'est une caisse de résonance qui va faire qu'on va l'entendre fort. Pareil pour la guitare et pareil pour la voix humaine. La caisse de résonance, ça va être quoi? Ça va être la cavité buccale. Donc, plus vous arrivez à avoir une cavité buccale importante, plus ça va amplifier le son. Ensuite, je vous ai dit que le son
se propager. Par contre, ce ne sont pas les molécules qui se propagent. Et je vous avais dit que le son avait besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ce milieu matériel, il peut être solide, liquide, gazeux, peu importe. L'exemple qu'on a pris tout à l'heure, c'était l'exemple de l'air, donc c'était gazeux. Donc le son peut se propager dans l'air, dans l'eau, dans un métal, dans n'importe quoi, tant qu'il y a un milieu matériel. Et par contre, selon le milieu, la vitesse du son va être différente. Le son dans l'air aura une vitesse différente du son dans l'eau, qui aura une vitesse différente du son dans l'acier, etc., etc. Vous voyez des exemples ici, par exemple. Le son, selon qu'il soit dans l'air, c'est 340 mètres par seconde environ, la vitesse du son. Par contre, si c'était dans l'eau, c'est beaucoup plus rapide, 1450 mètres par seconde. Dans le verre, 5300 mètres par seconde. Et dans l'acier, 5750 mètres par seconde. Donc dans l'air, le son n'est pas très rapide en fait. Il est beaucoup moins rapide que la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. C'est pour ça que dans un orage, on entend le tonnerre après avoir vu l'éclair. Il y a un décalage entre les deux parce que la vitesse de la lumière est beaucoup plus importante que la vitesse du son. Donc vous avez dit que ça dépend du milieu, mais ça dépend aussi de la température. Donc ça, la vitesse du son dépend du milieu et de la température. Par exemple, dans l'air, on vous avait dit tout à l'heure que c'était 340 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'air. C'est pas tout à fait vrai. Ça dépend de la température. Vous voyez ça, soit ici, soit ici. Si vous êtes à 20 degrés, la vitesse du son sera de 343 à peu près mètres par seconde. Si vous êtes à 10 degrés, ce sera environ de 337 ou 338. C'est écrit à peu près ici. Mais vous avez ça ici. À 0 degré, c'est 332 à peu près. Donc c'est globalement 340. Ça ne varie pas beaucoup, beaucoup. Donc vous pouvez retenir à peu près 340, mais retenez aussi que ça dépend du milieu et de la température. Quelques exemples de vitesse ici, juste pour vous donner des indications. Le son, il est ici. Donc c'est 340 mètres par seconde, ce qui équivaut à 1224 km par heure. Comment est-ce qu'on fait? On multiplie par 3,6 pour passer de mètres par seconde au kilomètre par heure. L'inverse, si on avait des kilomètres par heure et qu'on voulait passer au mètre par seconde, on divise par 3,6. Donc pour comparer avec des choses de la vie quotidienne, les continents ont une vitesse très 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 faible, donc 6,4 fois 10 puissance moins 10 mètres par seconde, ou alors 2,2 fois 10 puissance moins 9 km par heure. Donc ça avance très 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 faiblement en une heure ou en une seconde. Ça avance de quelques centimètres par an. L'escargot est très lent aussi, donc 1,4 cm par seconde. L'homme, quand il marche, donc c'est 1,3 mètres par seconde environ, ou 4,5 km par seconde. Ça dépend des personnes, mais c'est environ ça. Quand il sprint, c'est environ 10 mètres par seconde. Donc on est bien loin de la vitesse du son dans l'air. Donc ce qui va se rapprocher, c'est les Formule 1, ça commence un peu à se rapprocher. C'est très rapide, donc 400 km par heure. Mais c'est quand même assez loin encore du son qui est de 1224 km par heure, ou 340 mètres par seconde. Ce qui va commencer à se rapprocher, ce sont les avions. Les avions de ligne se rapprochent, mais ne dépassent pas la vitesse du son. Par contre, les avions militaires, avions de chasse, dépassent la vitesse du son. On dit qu'ils franchissent le mur du son. Et le mur du son, c'est 340 mètres par seconde environ. On avait dit que ça dépendait de la température, mais dans l'air, c'est environ 340 mètres par seconde. D'ailleurs, vous entendez peut-être dans les films dire qu'on va passer à Mach 1, Mach 2, Mach 3, etc. Mach M-A-C-H. Mach 1, ça veut dire qu'on est à une fois la vitesse de la lumière. Mach 2 à deux fois la vitesse du son, pardon, pas de la lumière. Mach 3, trois fois la vitesse du son, etc. Donc là, vous voyez qu'un avion de chasse peut aller jusqu'à environ 2000 mètres par seconde. Donc pratiquement 6 fois la vitesse du son. Une fusée va beaucoup plus vite que le son. Et la lumière, je vous l'ai dit ici, c'est à connaître aussi, la vitesse de la lumière, donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc il y a très peu de choses qui vont plus vite que la lumière dans la vie quotidienne. Que le son, pardon, dans la vie quotidienne. Ensuite, vu que une onde
Le son est une onde sonore, donc c'est une onde, et les ondes peuvent être des signaux périodiques. Donc ici, en général, quand on a de la musique ou une personne qui parle, quand on n'a pas un bruit, quoi, quand on a quelque chose, quelqu'un qui produit un son mélodieux, c'est une onde périodique. Et qu'est-ce qu'un signal périodique? C'est un signal dont un motif élémentaire se répète au cours du temps. Périodique, ça veut dire que ça se répète par période. Une période, c'est un temps. Donc ça veut dire, par exemple, toutes les 3 secondes, j'aurai quelque chose qui va se répéter. Par exemple, si je tape sur la table, donc toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, ça se répète, donc c'est un signal périodique. Exemple, ça c'est un signal périodique. Pourquoi? Quel signal se répète? Est-ce que ça se répète au cours du temps? Non. Par contre, c'est tout ce signal-là qui va se répéter si je m'arrête là. Donc de là à là. Et ensuite, je reprends. Donc j'ai la même chose, j'ai le même signal. Donc on va dire que ça, c'est un motif élémentaire qui se répète au cours du temps. Donc c'est un signal périodique. Dans ce deuxième signal-là, on a la même chose. On a un motif élémentaire qui se répète. Donc c'est un signal périodique. Et dans ce troisième, on a aussi un signal élémentaire qui se répète. Petite précision, si vous commencez ici, vous vous arrêtez là. Ça, c'est le motif élémentaire. Parce qu'après, on remonte comme ici. Par contre, vous pouvez commencer aussi ici. Et dire que le motif élémentaire commence là et s'arrête là. Parce que là, on descend. Et quand on arrive ici, on redescend encore. Donc on a de là à là, c'est un motif élémentaire aussi. Donc tout dépend où vous commencez. Celui-ci, il est particulier, on dit que c'est un signal sinusoïdal. Donc c'est un signal périodique qui est particulier, on l'appelle sinusoïdal. Pourquoi? Parce que ça ressemble à la fonction sinus, que vous n'avez pas encore vu peut-être en mathématiques. Donc, un signal périodique comporte 3 caractéristiques qui sont à connaître par cœur. La première caractéristique, c'est sa période. La période, la définition, vous devez la connaître, c'est le temps que dure un motif élémentaire. Par exemple, quand je tapais sur la table tout à l'heure, donc toutes les secondes, je tape sur la table. Donc c'est la période. La période, c'est une seconde. Les périodiques, on dit aussi que des magazines, ce sont des périodiques. Donc si vous recevez par exemple dans votre boîte aux lettres un magazine toutes les semaines, la période, c'est une semaine. On appelle ça un magazine hebdomadaire. Si vous le recevez tous les jours, c'est un journal. Donc ça veut dire que la période est un jour. Et si vous le recevez tous les mois, la période est un mois. C'est un mensuel. Là, par exemple, la période est de combien? Si on dit que de là à là, on a une seconde, ça veut dire que le signal, si je le démarre ici, il fait ça. Et j'ai deux signaux en une seconde. Ça veut dire que le signal, sa durée est de 0,5 secondes, la moitié d'une seconde. Je peux le prendre de là à là, comme je peux le prendre de là à là. Ça revient au même. Ici, j'ai combien de signaux qui se répètent? J'en ai 1, 2, combien de motifs, pardon? 3, 4 motifs qui se répètent en une seconde. Si on dit que là, c'est une seconde. Ça veut dire que j'aurai un quart de seconde, donc 0,25 secondes. Et là, si vous comptez, vous avez 8 motifs élémentaires, donc vous avez un huitième de seconde, ou 0,125 secondes. Ensuite, deuxième chose à retenir, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois qu'est répété le motif élémentaire en une seconde. Par exemple, si je tape sur la table 5 fois en une seconde, on dit que la fréquence est de 5 Hz. Si je tape sur la table 20 fois en une seconde, on dit que ma fréquence est de 20 Hz. Par contre, si je tape une fois toutes les 2 secondes, ça veut dire qu'en une seconde, je vais taper 0,5 fois. Une fois sur deux. Donc ça veut dire que la fréquence sera de 0,5 Hz. Comment est-ce qu'on fait pour le déterminer? Ici, c'est facile parce que je vous ai dit que c'était une seconde ici. Ça veut dire que là, j'ai deux signaux, deux motifs qui se répètent, donc c'est 2 Hz. Ici, j'ai 4 motifs qui se répètent, donc 4 Hz. Et ici, 8 motifs, donc j'ai 8 Hz. 4 motifs en une seconde. Par contre, il y a une autre façon de faire, plus simple dans les cas plus particuliers, plus généraux, pardon, parce qu'en général, vous n'aurez pas une seconde ici. Vous aurez des millisecondes ou peu importe.
Donc, ce que vous devrez faire pour trouver la fréquence, c'est d'abord de trouver la période. Et une fois que vous avez déterminé la période, par exemple 0,25 secondes ici, vous faites 1 divisé par la période pour avoir la fréquence. Mais attention, pour avoir la fréquence en Hertz, il faut avoir la période, pour avoir la fréquence en Hertz, c'est ce que j'ai dit, je crois, il faut avoir la période en secondes. Donc si vous avez la période en millisecondes, il faut d'abord la convertir en secondes pour faire le calcul. Donc 1 sur 0,25 ici, par exemple, ça fait 4. Donc 4 Hertz. Hertz, ça veut dire par seconde. Donc ça veut dire qu'on a 4 motifs par seconde. Et dernière chose, dernière caractéristique d'un signal périodique, ou d'un signal de façon générale même, c'est son amplitude. L'amplitude, c'est la valeur maximale du signal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le signal est à 0, l'amplitude, ça va être l'ordonnée. Donc ici, on est à 0, ici, on augmente, on augmente, on augmente. Le maximum, c'est ici. Et ensuite, on va diminuer, diminuer, diminuer. Le minimum, c'est ici. Donc moi, je vais prendre la valeur maximale. Elle est à combien? Ici, on ne la connaît pas. Mais en tout cas, c'est ici. Imaginons que ce soit 3 volts, par exemple. En général, ce sont des volts. Donc si c'est 3 volts, ça veut dire que l'amplitude sera de 3 volts. On va faire quelques exemples. Par exemple ici, pour déterminer la période, la fréquence et l'amplitude, vous faites toujours la même chose. Premièrement, on détermine une échelle. Comment est-ce qu'on détermine une échelle? Vous mesurez quelque chose, peu importe. Par exemple, vous mesurez toute la longueur de ce graphique-là. Donc de là à là. Ça fait combien? Ça fait 12,9 cm. C'est ce qu'on voit ici. Et ces 12,9 cm représentent quoi? 0,0025 secondes. 0,025 secondes, pardon. Comment je le sais? Parce que, non, on ne voit pas très bien ici. Là, on est à 0,005 secondes. Là, on est à 0,01. Je vais enlever les. Vous allez voir. Je vais enlever ça. Là, on est à 0,01, 0,02, 0,025. C'est écrit ici. Donc 0,025 secondes correspondent à 12,9 cm. Deuxième chose, on doit mesurer la période de façon précise. Pour la mesurer de façon précise, le mieux, c'est toujours de mesurer plusieurs périodes, le plus de périodes que vous pouvez mesurer. Par exemple, une période ici, si je démarre ici, elle s'arrête ici. Donc ça, c'est une période. Ça ferait entre 1 et 2 cm. Entre 1,1 et 1,2 cm. Donc c'est pas super précis. Donc si vous choisissez 1,1, vous allez trouver une certaine période. Si vous choisissez 1,2, vous allez trouver une autre période. Donc le mieux, on va en prendre plusieurs, comme ça on va être plus précis. On va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 périodes. Je ne peux pas prendre la neuvième parce que... Ah si, je peux prendre la neuvième ici. 9 périodes, pardon. Mais je vais aller jusqu'à 9 périodes. Donc je m'arrête ici. Les 9 périodes, ça va être égal à quelle mesure? Environ 10,5 cm. C'est ce que j'ai ici. Troisièmement, on doit remettre la période à la bonne échelle. Donc on sait que 9 périodes, c'est 10,5 cm. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une seule période déjà, et ça fait combien de secondes? Pas de centimètres, de secondes. Et dans ce cas-là, vous faites votre tableau de proportionnalité sur le papier. Ah, je me suis trompé ici, papier réel. Désolé. Donc, en réalité, 0,025 secondes correspondent à 12,9 cm sur le papier. Je me suis trompé entre les deux. Donc, ce qui veut dire que 9 périodes en secondes correspondent à 10,5 cm. Et ensuite, pour trouver ces 9 périodes-là, j'ai plus qu'à faire le produit en croix. Ça veut dire que ça fois ça divisé par ça est égal à 9t. Et en faisant le calcul, on trouve, donc j'ai 9t qui est égal à ça. Donc pour avoir seulement t, il faut que le 9, je le passe en bas. C'est 9 fois t. Donc pour enlever le 9, il faut que je le divise. Je fais l'opération inverse pour le passer de l'autre côté. Et finalement, je trouve 2,3 millisecondes. Ensuite, désolé, j'ai oublié d'enlever la règle.
comment est-ce qu'on calcule la fréquence? On sait que la fréquence est 1 sur t, donc j'ai plus qu'à faire 1 divisé par t. Mais attention, pas 2,3, parce que c'est en millisecondes, on prend bien 2,3 fois 10 puissance moins 3 secondes. Il faut toujours l'avoir en secondes en dessous. Donc ça fait 4,3 fois 10 puissance 2 Hz, environ 430 Hz. Pourquoi est-ce que j'ai mis 4,3 ici, plutôt que 430? Parce que j'ai deux chiffres significatifs, dans le résultat, je dois en avoir deux aussi. Et dernière chose, premièrement, on peut dire que c'est un son audible. Pourquoi? Parce que le son est compris entre, pas le son, la fréquence est bien comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. On a 430, donc c'est un son audible. Et deuxièmement, pour comment est-ce que je peux calculer, trouver l'amplitude, déterminer l'amplitude? Ben, l'amplitude, c'est ça. C'est la valeur maximale. Et la valeur maximale est environ ici à 18 quoi? 18 volts. Je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, mais ça fait 18 volts, si je l'ai mis. Donc voilà. Ça, c'est toujours de cette manière-là que vous devez faire pour déterminer la période, calculer la fréquence et déterminer l'amplitude. Et pour savoir si un son est audible ou pas, ça doit être compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ça, on le verra juste après. Donc, pour qu'un son soit audible, on a deux impératifs. Premièrement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, la fréquence de l'onde doit être comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ou 20 Hz et 20 kHz. Ça revient même. Kilo, ça veut dire 1000. Donc, si je suis compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, ce sont des sons audibles pour l'homme. Pour d'autres animaux, c'est autre chose. Entre 20 Hz et 200 Hz, on a les sons graves. Entre 200 Hz et 2000 Hz, on a les sons médiums. Donc c'est environ ici qu'on est toute la journée. On entend des choses plutôt qui sont médiums. Et les sons aigus, c'est entre 2000 et 20 000 Hz. Donc c'est assez simple, hein. C'est x 10 à chaque fois. Avant 20 Hz, on n'entend pas. Ce sont des infrasons. Je crois que ce sont les baleines qui peuvent entendre les infrasons, par exemple. Et au-delà de 20 000 Hz, on n'entend pas non plus, ce sont des ultrasons. Et là, ce sont plutôt des dauphins, par exemple, qui peuvent entendre des ultrasons. Mais peut-être aussi les chats et les chiens, peut-être aussi, c'est pour ça que parfois on a des sifflets que nous, on n'entend pas, mais que les chiens peuvent entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils entendent tous les ultrasons. Ils vont entendre, par exemple, juste ici, par exemple, les chiens. Deuxième chose, pour entendre un son, si on a bien un son qui est compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, on l'entend à condition que son intensité sonore soit supérieure à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui correspond à 0 décibel. Donc ça, vous verrez ça un peu plus tard, la correspondance entre l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore, mais en général, nous, on parle plutôt en décibels. Donc si c'est au-dessus de 0 décibel, on entend. Sinon, on n'entend pas. Ça, je vous laisserai regarder tout seul. Donc ici, comme je vous l'ai dit, l'intensité sonore I en watts par mètre carré et le niveau d'intensité sonore L en décibels sont liés par une relation. Cette relation, elle est assez compliquée, elle n'est pas très compliquée en réalité, mais comme c'est une fonction que vous ne connaissez pas, la fonction logarithme, donc on ne la voit pas en seconde. Vous la verrez en première, soit en spécialité, soit peut-être en enseignement scientifique. Donc vous voyez les correspondances ici, mais moi je vais plutôt vous parler des décibels, pas des watts par mètre carré. Donc pas de l'intensité sonore, je vais plus vous parler du niveau d'intensité sonore. Donc ici par exemple, à partir de 0 décibel, on entend. En dessous, on n'entend pas. C'est le seuil d'audition. Vous voyez qu'entre 10 et 20 décibels, entre 0 et 20, c'est calme. Par exemple, c'est le vent dans les arbres. Donc on entend des choses très très faibles. Entre 20 et 30, ce sont des chuchotements. Entre 30 et 40, c'est une chambre calme. Entre 40 et 50, c'est un réfrigérateur, etc., etc. Les conversations, c'est entre 60 et 70 en général, sauf pour les personnes qui parlent plus fort. Dans la rue, les voitures, entre 80 et 90. Ce qui va être important de retenir, c'est le seuil de douleur, 120 décibels. Ça veut dire que si vous êtes au-dessus de 120 décibels, ça peut être douloureux et problématique pour vos oreilles. Donc c'est pour ça que
Quand vous mettez des écouteurs, ne les mettez pas à fond. Si vous allez à un concert ou si vous allez à un endroit où vous entendez des choses très très fortes, mettez des bouchons d'oreille, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on mesure le niveau d'intensité sonore? On le mesure donc en décibels avec un sonomètre. L'appareil s'appelle un sonomètre. Et attention, si vous doublez l'intensité sonore, si vous doublez le niveau sonore, pardon, je me suis trompé ici. Si vous doublez l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore n'est pas doublé. Il augmente de 3 décibels. Je vous donne un exemple. Si moi je parle tout de suite et que quand je parle je suis à 60 décibels, si je me dédouble et qu'on est deux à parler, on ne va pas parler à 60 plus 60, donc 120 décibels. Sinon, juste deux personnes, ça suffirait à atteindre le seuil de douleur. Et dans une classe, par exemple, vous êtes plusieurs à parler en même temps et on n'atteint pas le seuil de douleur. Donc, on n'additionne pas les niveaux d'intensité sonore, on ajoute 3 quand on double l'intensité sonore. Donc, si j'ai deux personnes qui parlent avec la même intensité sonore, je dois juste ajouter 3. Ça veut dire que tout seul, j'ai un niveau d'intensité sonore de 60 décibels. Si on est deux à parler, 63 décibels. Si on est 4 à parler, j'ai encore multiplié par 2, 66 décibels. J'ajoute encore 3. Parce qu'on était 2, 63. Si je multiplie par 2, 4. Donc on ajoute encore 3, ça fait 66 décibels. Etc. etc. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Sauf que 30 décibels, c'est très très faible. C'est un chuchotement, par exemple. Ensuite, dernière chose, comment est-ce qu'on perçoit un son? Et ça, ce sont des choses que vous voyez peut-être en musique, pour ceux qui font de la musique. On a trois choses à connaître pour définir un son, définir la perception d'un son. Premièrement, la hauteur. Qu'est-ce que la hauteur? C'est lié à la fréquence de l'onde sonore. Ça veut dire que ça va être un son aigu ou grave. Est-ce que c'est un son aigu ou grave? On parle de hauteur. Et ici, vous voyez que plus un son est aigu, plus la fréquence est importante. Donc ici, il y a beaucoup de motifs élémentaires qui sont répétés en une seconde. Ici, même en 10 millisecondes. Alors que quand on a un son grave, en 10 millisecondes, il y a moins de motifs élémentaires qui sont répétés. Et ça, vous le sentez quand vous parlez. Que vous faites vibrer beaucoup plus rapidement vos cordes vocales pour faire un son, pour produire un son aigu que pour produire un son grave. Deuxième chose à retenir, c'est le timbre de la voix ou le timbre d'un instrument de musique. Qu'est-ce qu'un timbre? C'est la forme d'un signal. Par exemple, si j'ai deux instruments de musique qui jouent la même note, ils vous jouent un La par exemple, le La de l'octave 3, 440 Hz, donc c'est la même hauteur. Si vous faites ça avec une trompette ou avec une flûte, vous n'aurez pas le même son. Pourtant, c'est la même hauteur. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est le timbre. Par exemple, le diapason, si vous lui faites jouer le La, ce sera cette forme de signal. Avec une clarinette, ce sera cette forme de signal. Est-ce que la fréquence est la même? Est-ce que la période est la même? Oui. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que si vous devez mesurer la période, c'est de là à là. Et ici, c'est de là à là. Ça arrive au même endroit ici. Donc j'ai la même période, et comme la fréquence c'est 1 sur la période, ça veut dire que la fréquence sera la même aussi. Donc j'aurai la même note qui sera jouée. Par contre, j'aurai pas le même son, parce que le timbre sera différent. Troisième chose, pas forcément à retenir, mais vous le verrez de toute façon l'année prochaine en enseignement scientifique, vous avez des sons purs et des sons complexes. Un son pur, retenez que c'est simplement quand vous avez un signal sinusoïdal, donc comme ça. Ça, c'est un son pur. Tout ce qui est différent de ça, donc ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, que ce soit large ou rétréci, peu importe. Ce sont des sons purs. Tout ce qui est différent, par exemple ça ne va pas être un son pur, on dit que ça va être un son complexe. Donc voilà tout ce que vous avez à retenir sur les ondes sonores. Et ici, je vous mets, si vous voulez la voir, la correspondance des fréquences pour les notes. Donc les différentes notes de musique, ça ce sont les octaves. Et là, ce sont les notes de musique. Donc par exemple, pour le La de l'octave 3,
c'est 440 Hz. Ça veut dire que si je fais un La de octave 3 avec mes cordes vocales, il faut que je fasse vibrer mes cordes vocales 440 fois en une seconde. Et vous remarquez que pour passer au La de l'octave 4, je multiplie par 2, donc 880. L'octave 5, je multiplie encore par 2, etc., etc. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour ce cours. À bientôt tout le monde. Au revoir.